Bonsoir. Oui, donc ce soir, la soirée, c'est mouvement perpétuel et je vais l'amener sur une recherche qu'on mène depuis longtemps puisqu'on considère vraiment l'architecture et la ville comme des formes à mouvement. Et c'est presque antinomique avec l'idée même de l'architecture qui est là pour être bâtie, pour rester, pour quelque part perdurer. Donc avant de rentrer dans trois exemples qui sont trois de nos dernières expériences, j'aimerais partager avec vous une sorte de credo et qui dit, dorénavant, par architecture de la ville, on peut désigner deux choses différentes. Premièrement, la ville peut être assimilée à un grand artefact, une œuvre d'ingénierie et d'architecture plus ou moins grande, plus ou moins complexe, et qui croît au fil du temps. Deuxièmement, nous pouvons nous référer à certains aspects plus limités, mais toutefois cruciaux, appelés faits urbains, que, comme la ville elle-même, sont caractérisés par leur histoire et donc par leur forme. Qu'est-ce qu'il dit, De Rossi? Il dit quelque chose d'assez simple. La ville, regardez la ville comme un artefact, comme quelque chose qui a été bâti par des hommes pour des hommes, avec une forme très spécifique qui peut être totalement mesurée scientifiquement. En gros, chaque ville a sa propre forme, chaque ville peut être approchée d'une manière extrêmement scientifique, faisant recours à la géométrie, faisant recours à la science de la construction, à la technique. Et en tant qu'architecte, il faut connaître cette partie. Mais après, la ville est aussi sa propre identité. Et sa propre identité est bâtie par ce qu'il appelle les faits urbains. Les faits urbains sont l'histoire, l'évolution sociologique, sont tout ce qui est arrivé qui dépasse cette forme. Et alors, les architectes doivent se situer sur pratiquement ces deux lignes parallèles. Comprendre la forme de la ville, comprendre son évolution, son mouvement, et comprendre la société et prendre le pari sur la société à venir. Ça, on le fait du coup à travers la forme. La forme est un mot qui en architecture est utilisé partout. Nous, on prend la définition de Paul Klee, qui est assez extraordinaire. Nulle part, ni jamais, la forme n'est un résultat acquis, un parachèvement, une conclusion. Il faut l'envisager comme une genèse, comme un mouvement. Son être est le devenir, et la forme comme apparence n'est qu'une maligne apparition. La forme n'est pas comment les choses nous apparaissent, mais la forme, c'est le potentiel qu'on arrive à donner aux choses pour qu'elles arrivent à varier avec le temps. Ça, c'est le sens de tous nos projets. Le premier que je vous montre est des logements sociaux à Bègle. Et nous, on a été invités pour ces trois lots à droite. Il y avait le potentiel de construire 14 000 mètres carrés. On nous demandait des masses de 14 000 mètres carrés pour définir l'espace public. C'est le principe de la ville méditerranéenne ou de la ville historique européenne, c'est-à-dire les bâtiments sont réellement ce qui fait la rue. Sauf que c'était pendant la période de la crise de 2008 où les investisseurs ont décidé de se retirer. Et du coup, en réalité, on pouvait en construire 14 000 selon l'étude urbaine, mais en réalité, on nous a demandé que 7 000. Donc on avait cet espace gris qui était l'espace où on pouvait s'inventer quelque chose, où on pouvait peut-être tenter une forme en mouvement. Et à l'époque, on se questionnait sur est-ce qu'il existe un modèle qui arrive à combiner les qualités de la maison individuelle, c'est-à-dire pas avoir de voisins, regarder les quatre façades de chez soi, probablement un jardin, beaucoup d'espace extérieur, avec celle du logement collectif, partager les ressources, se retrouver dans une collectivité quand on en a envie, et surtout occuper moins de sol, parce qu'il est fondamental aujourd'hui de sauvegarder du territoire. Et donc, on a inventé une forme en superposant pratiquement des maisons individuelles. On occupait 100 mètres carrés et on avait à disposition d'autres 100 mètres carrés pour pouvoir, dans un futur proche, peut-être en faire quelque chose. Cette idée abstraite est devenue ensuite une proposition pour le concours auquel on participait. Et ce qui était une proposition un peu folle, parce qu'en fait, le bâtiment ne faisait que 7 mètres de largeur. Chaque pièce était triple exposée sous la rue, sous la cour et sur son propre jardin d'hiver. Et donc, triple exposé, ça veut dire 3 façades, donc ça veut dire 3 fois le prix. Donc, quelque part, le paradoxe était là, c'est-à-dire la non-compacité du bâtiment augmentait son prix. Et comme le prix était très tendu, du coup, c'est devenu un vrai défi. On l'a fait à travers un principe très simple, c'est comme une ossature de parking sur lequel on vient greffer finalement 6 panneaux préfabriqués. Ça, c'était une image de concours 2015, l'idée étant qu'en 2055, les gens puissent occuper leur propre vide qui leur était vendu au moment de la vente. Donc, on est finalement arrivé à ça. Et tout s'est fait à travers des éléments standardisés. On n'a rien dessiné sur mesure. C'est juste un assemblage intelligent de pièces qui ont été sélectionnées et achetées en grand nombre. Les premiers occupants sont arrivés. Et ce qui était assez beau, c'est que
j'ai eu l'occasion de passer par la suite, visiter le projet, et effectivement, il y a une sorte de mouvement. Ici, le mouvement, c'est donné par le vide, par le fait que les gens puissent, le jeune couple arrive et il construit dans ce grand espace la chambre pour l'enfant, ou quelqu'un qui décide d'y mettre une cuisine. Il y a véritablement une évolution qui est en train de se mettre en place aujourd'hui dans ce bâtiment. Mais il est très rare en même temps qu'on aille des occasions comme celle de Bègle, c'est-à-dire l'idée de pouvoir exploiter un vide parce qu'on était autorisé à le bâtir, alors que normalement ce vide porte une valeur économique. Donc pour vous faire comprendre un deuxième exemple totalement opposé du premier, j'ai sélectionné un projet qu'on a fait à Paris, où chaque mètre carré du coup a une valeur énorme puisque la ville porte cette valeur. C'est un projet qui se trouve dans le dernier quartier qui a été construit, qui est le quartier des Batignolles. Et c'est ce petit triangle qui est à droite, qui est à cheval entre le tissu haussmannien et cette ville à venir. Quand on nous a invités au concours, ça c'était l'image qui était donnée dans le brief. C'est représentatif de ce qu'on est en train de produire aujourd'hui en Europe, c'est-à-dire une architecture écologique, une ville écologique autour d'un parc. Quand je regarde cette image, elle m'évoque tout sauf Paris. Et comme Paris est ma ville d'accueil et que du coup, j'y suis profondément attaché, on a commencé à réfléchir à l'inverse. Qu'est-ce que c'est Paris ? Et Paris, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. C'est l'extrusion d'un tissu de manière continue à 27 mètres, presque en monomatière, de la pierre de taille, avec des pièces, chaque ornement, chaque fenêtre, qui ont été finalement achetées sur catalogue entre 1850 et 1910. Et vous le savez, j'imagine, mais Paris, c'est la ville la plus dense d'Europe. Paris, c'est la 5e ville la plus dense au monde. Paris a la même densité que Shanghai. Et c'est une montre suisse qui a été pensée et construite pratiquement en 60 ans par ces 5 personnes, en particulier par Haussmann. Tout ça grâce à l'immeuble de rapport. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Un immeuble de rapport, c'est un immeuble qui rapporte de l'argent. C'était la première forme d'immeuble en location. Les familles construisaient des immeubles pour payer le crédit du financement que la banque leur donnait. On est en 1850. C'est le panorama parisien. Il a quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'en 100 ans, en un siècle, il a été pensé pour être du logement. Ensuite, c'est devenu souvent des bureaux pour redevenir des hôtels, du logement social. En tout cas, il a une forme de flexibilité et de résilience extraordinaire. Donc, quand on a participé à ce concours, on s'est questionné sur est-ce que nous sommes en mesure d'apprendre de cet immeuble et le transférer en clé contemporaine. Et à ce moment-là, nous avons commencé à l'analyser. Il y a quelque chose d'assez direct. La façade est faite par 50% de vitrage et 50% de partie pleine. Et ça, c'était presque un hasard, puisque Haussmann ne donnait pas de règles. En réalité, il participait aux ventes des terrains en imposant à tous les acheteurs et donc les propriétaires des immeubles de rapport à venir qu'il fallait aligner sa façade aux voisins et qu'il fallait construire des fenêtres rythmées comme leurs voisins. Donc, en gros, on concevait les façades sans savoir ce qu'il y avait derrière, puisque la façade était imposée à l'acte de vente, d'une certaine manière. Et donc, c'est une façade générique qui permet quelque part tous les usages. Si l'on veut un séjour, on prend 2 fenêtres. Si l'on veut une chambre, on en prend une seule. Ensuite, les hauteurs sous plafond de chaque étage, après l'industrialisation de la construction, des gens comme moi qui se confrontent aux différentes typologies, en France, quand on fait du logement, on met 2,80 m de dalle à dalle. Quand on fait du bureau, on fait 3,60 m de dalle à dalle. Si on est en train de faire une galerie, on met probablement 5 mètres. En tout cas, il y a une relation directe entre la construction, le volume et son usage qui est devenu mécanique, et donc on construit à travers un système dimensionnel. Ce qui est assez étonnant dans un immeuble de rapport, c'est que le rez-de-chaussée, il va de 4 à 6 mètres, l'entresol, il va de 2,80 m à 3 mètres, le premier étage, 4,50 m, et ensuite 3,30 m, 2,80 m pour les combles et pour les chambres de bonne haut. Il y a, au sein de la même architecture, une offre volumétrique extraordinaire, ce qui a permis dans le temps, souvent, d'avoir des étudiants au premier étage, des bureaux au deuxième étage, en tout cas une forme de vie extrêmement mixte au sein de la même architecture. Ensuite, c'est un immeuble compact qui s'est fait, comme je vous ai dit, par des achats de pièces spécifiques sur catalogue. Donc, c'est une forme d'immeuble hyper préfabriqué, mais surtout qui génère une identité forte puisque on va tous acheter le même garde-corps. Donc, à un moment donné, le garde-corps devient la partie de l'ADN de la ville même. Et surtout, il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est que le rez-de-chaussée peut se connecter au premier étage, à l'entresol, sans passer par la cage commune d'escalier. Ça veut dire que si demain McDonald's arrive, il peut prendre le rez-de-chaussée et l'entresol. Et si c'est la petite boulangerie du quartier, à l'entresol, quelqu'un va y habiter. En tout cas, la réserve commerciale de la ville, elle peut doubler.
Et ça, c'est quelque chose qui rend toutes les rues à Paris extrêmement vivantes. Si vous connaissez Paris, vous savez qu'il y a des bars qui ouvrent chaque minute, il y a des restos qui se transforment en club, etc., etc. Il y a une véritable vie qui se fait à travers le fait que la disponibilité de la surface à vivre peut doubler. Donc, ce qu'on a fait dans notre immeuble, c'est qu'on a essayé de reprendre ces 5-6 caractéristiques. Donc, au tout départ, on a tramé l'immeuble, on a mis la structure à l'extérieur pour rendre les plateaux totalement flexibles. On a tramé l'immeuble comme un immeuble de bureau, 1,35 m, pour que ça puisse se transformer dans un bureau. On a connecté le rez-de-chaussée au premier étage. On a utilisé un module entre étages de 3 mètres 20, qui est une cote mal taillée entre logement et bureau, mais en tout cas qui permet un bureau sans faux plafond et un logement plus grand. On a utilisé une seule fenêtre et quand on voulait déloger, on prenait la même fenêtre et on la poussait en retrait pour que demain elle puisse se remettre sur la première façade. Et ça, c'était au concours, une version bureau, une version logement. Et on a chargé évidemment toute la structure de l'immeuble pour qu'elle soit en mesure d'accueillir des bureaux ou d'autres usages. Donc on est passé des 180 kg au mètre carré pour les logements aux 300 kg des bureaux. Et plus que ça, on a radicalisé la chose en se disant que tous les systèmes, donc l'évacuation, les fluides, l'électricité, en fait, toute la technique passait dans une façade préfabriquée, de manière à que si demain quelqu'un arrive, il sait que quoi qu'il cherche, il a juste à se mesurer et à se connecter à cette façade. Donc tout s'est fait comme un Lego, par des pièces préfabriquées, ce qui donne finalement cette construction. Et ça, c'est l'immeuble. Et comme la parcelle était d'angle, il rentre automatiquement dans ce langage iconique des immeubles d'angle parisiens. Dans ces deux exemples que je vous ai montrés, on parle toujours, dans un cas, la forme, elle bougeait à travers le vide. Dans un deuxième, elle bouge à travers l'intelligence même de la structure. Mais dans les deux cas, les immeubles ont un usage. Quid si l'usage est réduit? Alors, Brancusi, il disait « toute sculpture est une forme en mouvement ». Moi, je dirais « toute architecture est une forme en mouvement ». Et le troisième projet que je vous montre parle de ça, parle d'un mouvement sans usage. Le troisième projet, du coup, il est à Bure. Bure étant un très, très, très petit village de la Meuse. Ça ressemble à ça. Il y a 90 habitants à Bure. Vous le voyez au nord, Bure. À Mandres, probablement 120. Et à Saudron, peut-être 200. Et le concours, c'était un peu ça. C'était, il faut faire le bâtiment qui consomme le moins en Europe. Et en même temps, il ne faut pas qu'il se voie. Il faut faire un exemple qui ne se voit pas trop. Et il voulait juste sur un étage. Alors, vous regardez l'histoire des archives, vous ne trouverez jamais un archive qui existe sur un étage. Du coup, on s'est lancé dans un parcours pédagogique qu'on a fait avec le client, dans lequel on expliquait que si on faisait un cube de 5 niveaux, plutôt que la terrasse à morphologie, déjà, par le fait que la façade inclut aussi la toiture, elle passait l'enveloppe passait de 11 000 à 5 000 pour la même surface, déjà, on coupait la consommation énergétique par deux parce qu'il fallait chauffer et refroidir moitié de la surface. Et en plus, le fait de s'étendre sur la parcelle fait qu'on s'approche de plus en plus du seul point de vue qu'il y a de ce bâtiment qui est depuis la rue, alors qu'avec un bâtiment très, très compact et un peu plus loin, même s'il était 5 niveaux, on aurait pu finalement diminuer l'effet à travers l'effet de perspective, celui de masse. Ça, c'est totalement triché, mais des fois, il faut le faire. Par contre, ce qui est vrai dans cette histoire, c'est qu'on récupérait tout le terrain et que du coup, on pouvait gérer les eaux du bâtiment, les nettoyer et les réinjecter dans le bâtiment. À partir de là, on était convaincus qu'un cube était quelque chose d'intéressant. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'une fois qu'on stocke cette archive, il est ouvert 2 fois l'année. Quand je vous dis c'est un bâtiment sans usage, c'est qu'on vient, on stocke et on repart. Donc c'est une sculpture au milieu de la nature. Et leur préoccupation était l'intégration. Donc à partir de là, on a commencé à réfléchir sur comment intégrer avec les inputs et les feedbacks qui pouvaient arriver de ce qu'il y avait autour. Et tout le monde est arrivé avec la même image. Et on s'était dit, est-ce qu'il est possible que le bâtiment puisse changer de couleur avec le changement de saison? Est-ce qu'il est possible que le bâtiment puisse, quelque part, devenir blanc quand il y a la neige ou réfléchir le coucher de soleil ou en tout cas évoluer avec, finalement, la seule chose qu'il y avait autour qui était cette nature et ce ciel. Et à partir de là, on a fabriqué des images qu'on a rendues au concours, dans lesquelles on montrait finalement une matière issue de la Terre, une sorte de béton de la même couleur que la Terre, avec à l'intérieur des points qui étaient chromés et qui réfléchissaient un peu comme Predator ce qui se passait autour. Et
On le montrait en blanc, on le montrait en vert, on le montrait de très proche pour montrer qu'on savait le faire. Mais comme on était très jeune, on l'a gagné, on a appelé le client et on a dit on ne sait pas du tout comment faire cette façade. Et ça, c'était une grande leçon parce que du coup, on a été très honnêtes. Parce qu'à nous, les architectes, on nous demande tout. On nous demande, quand moi je vais chez des amis, ils me disent vous êtes architecte, ouais, j'ai une ampoule qui est cassée. Donc il faut tout savoir. Et en fait, on a appris par ce bâtiment qu'il faut juste dire que peut-être on ne sait pas. Donc à partir de là, on a démarré 2 recherches. Une, c'était le projet, l'autre, c'était la façade. Et je vais vous montrer, donc on a breveté la façade et la manière dont c'est construit. Et je vais vous montrer la vidéo de comment on fabrique un panneau. Donc ça, c'est le moule dans lequel on coule un panneau. Donc tout va avoir l'air assez simple, mais il faut savoir que rien n'existait avant. Donc on a fait 50 millions de prototypes, on a cassé 12 millions de pastilles. Donc il y a ces pastilles qu'on a fallu trouver, où on ne pouvait pas souder, donc on a développé la colle. L'endroit est indiqué par une triangulation de points, et une par une, elles sont collées sur le moule. Il y a quelque chose de comme pratiquement 1600 pastilles pour chaque panneau. Nous avions d'ailleurs demandé aux 90 personnes qui habitaient dans le village s'ils voulaient venir coller les pastilles. Le béton est teinté de la mince et on complète la figure à travers du béton gris qui renforce la structure. Ensuite, il fallait bouger tout le sol puisque le panneau était trop lourd. C'est le plus grand panneau en Europe, 18 mètres de longueur. Ensuite, comme on voulait l'aspect de la terre, finalement, on est venu sabler le béton à travers un jet à haute pression plus du sable et un lavage pour enlever finalement le film. Mais on a dû même développer des outils. Tout ce que vous voyez en rouge, c'est des outils qu'on a dû dessiner pour tourner ces panneaux qui étaient pensés pour résister à la traction, mais pas à la rotation. Du coup, tout cet effort, l'idée était de perdre l'échelle du bâtiment et de faire qu'un bâtiment qui n'a pas de fenêtre, qui n'a pas d'usage, puisse en quelque sorte interagir avec le paysage. Vous verrez 24 heures sur le site, et donc la course du soleil pendant le printemps. Et il y a quelque chose d'assez intéressant où cette forme finalement rentre en relation avec ce qui se passe autour. Ça, c'est juste une journée de 10h à 20h. Après, tout a été dessiné, tout a été pensé pour justement avoir ce niveau d'abstraction jusqu'à la clôture qui est fait sur un système anglais qui s'appelle AA. L'idée était de la faire disparaître. Ça s'appelle AA parce que les gens arrivaient, finalement, ils tombaient et là, ils faisaient AA. Et du coup, on ne voit pas la clôture et on retrouve cette abstraction qui fait que cette forme devient une pièce de paysage. Là, on rentre à l'intérieur, tout est sous terre, on retrouve un patio, les bureaux sont évidemment orientés, ils donnent sur la campagne. Ça, c'est la terrasse, les 5 personnes qui travaillent ici 2 fois l'année, les archives en elles-mêmes. Et ce qui est assez beau, c'est qu'on avait peur de la réaction des gens. Et c'était assez étonnant parce qu'à un moment, le paysagiste qui a travaillé dessus, qui s'appelle Baz, et que du coup, travaillait à la fin du bâtiment, m'a appelé pour dire « Humbert, il faut que tu viennes parce qu'il se passe quelque chose d'assez intéressant ». Je suis allé voir, du coup, sur le site. Et comme les gens, dans ces 3 villages autour, n'ont pas grand-chose à faire, et que finalement, c'est le seul endroit où, à un moment donné, on peut par reflet voir le coucher de soleil, ils viennent au bord de la route, ils mettent des petites chaises, où ils amènent leurs petits cousins, où ils amènent leurs enfants, et ils utilisent le bâtiment comme si c'était un belvédère. Et cette histoire, du coup, et c'était une de nos premières opérations, donc c'était vraiment touchant pour nous. Mais ce qui me plaît, c'est l'idée que finalement, je vous parlais du mouvement au départ, mais je vous parlais surtout de l'architecture. L'architecture qui est ce moment où on ne répond pas simplement à une question, mais surtout, on génère quelque chose qui puisse par elle-même générer une histoire. Et je pense que l'archive EDF sort totalement du nucléaire, sort totalement du système d'archivage et devient une pièce d'un paysage qui est celui de la Meuse. Merci.